Laure Dessy, bonjour Bonjour Laure, Lou. tu es journaliste à Charlie Hebdo et tu sors jeudi 5 octobre ce livre, Ta réputation, sous-titré Enquête sur la fabrique des filles faciles. C'est un livre qui revient sur la condition des jeunes filles à Creil, donc en région parisienne. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de l'affaire qui t'a mis sur cette enquête, le meurtre de la jeune Shaina? C'est l'histoire de cette jeune adolescente, Shaina, qui, on peut le dire, finalement a vécu ce que peut vivre de pire une jeune femme, c'est-à-dire qu'elle a été agressée sexuellement à l'âge de 13 ans. Et 2 ans plus tard, elle a été poignardée et brûlée vive par son petit ami à l'âge de 15 ans. Et en fait, donc, quelque part, au-dessus d'elle, on pourrait dire que c'est la réputation qui planait au-dessus d'elle et qui est en quelque sorte une des causes de ce féminicide, puisque après son agression sexuelle, ses agresseurs ont propagé dans toute la cité l'idée qu'elle était une fille facile. Et c'est cette réputation qui a conduit le meurtrier à vouloir sortir avec elle en raison de cette réputation de la fille facile et qui, une fois qu'elle était enceinte de lui, a préféré l'assassiner pour finalement privilégier sa propre réputation à lui. Et donc à partir de ce féminicide, j'ai donné la parole. Ensuite, j'étais à Creil en reportage et j'ai découvert qu'en fait un certain nombre de jeunes femmes vivaient la même chose que Shaina, en tout cas risquaient de vivre le même sort que Shaina. Elles avaient elles aussi cette réputation comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, et donc j'ai voulu leur donner la parole et comprendre pourquoi on en était arrivé là. C'est ce que tu dis, c'est évidemment le titre du livre, mais c'est ce qu'on lit dans ton ouvrage. La réputation est partout, on en a soit une, soit on craint d'en avoir une. Donc dans le cas de Shaina, tu l'as expliqué, c'est une jeune fille qui avait été agressée sexuellement, ce qui a conduit à ce qu'elle ait une réputation, ce qui a conduit à ce que son agresseur veuille se rapprocher d'elle, et ce qui a conduit malheureusement à son meurtre. Comment ça s'est passé, ces entretiens avec ces autres jeunes filles habitantes de Creil? Comment est-ce qu'elles vivent au quotidien ce regard des garçons et ces réputations dont elles ont peur? Elles vivent un peu sous le contrôle, la surveillance constante de certains groupes de garçons. Évidemment, c'est pas tout le monde. Et en tout cas, d'après leurs témoignages, c'est une attention de tous les instants dans leur vie quotidienne. C'est faire attention à leur fréquentation. Par exemple, l'une d'entre elles me dit qu'elle fait attention de ne pas se promener dans la rue avec un garçon, même si c'est juste un ami. D'autres me disent qu'elles ont renoncé à s'habiller en robe parce qu'on leur a fait des réflexions et qu'on risque de les catégoriser comme filles faciles. Et c'est aussi se cacher quand elles ont un petit ami, par exemple. Tu écris dans ton ouvrage, tu parles des garçons, tu les désignes, on te les désigne comme étant eux, comme une masse de personnes qui les jugeraient. C'est quoi ces garçons à Creil? Comment est-ce qu'ils vivent le rapport aux femmes? Comment est-ce qu'ils vivent le rapport à la sexualité? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé également? C'est une question intéressante parce que c'est un peu le cœur du sujet. Donc c'est vrai que toutes ces jeunes femmes disaient toujours eux, ils nous disent ça, ils attendent ça. C'était une sorte de masse informe, ce eux. Donc c'est pour ça que j'ai un chapitre qui s'intitule eux, et je voulais aller à la rencontre de ces garçons pour comprendre en fait ce qu'ils disaient, pourquoi on en était arrivé là, etc. Et bien évidemment, je rappelle, c'est pas tous les garçons, parce que j'ai aussi eu je me suis entretenue aussi avec des garçons qui déplorent cette situation, qui leur portent tort à eux également. Mais il y a un certain nombre de garçons qui sont dans une espèce de... Enfin, c'est la loi du groupe qui prévaut, et eux-mêmes sont finalement dans un cercle vicieux, avec aussi leur propre réputation qui joue. Et par exemple, il y a une citation qui m'a vraiment marquée d'un père de famille de 40 ans qui a 2 petites filles, et il me dit mais moi, en tant que père de famille, je préfère que mon fils soit en prison plutôt que ma fille soit considérée comme une traînée. C'est ma propre réputation de père qui est en jeu. Donc c'est pour ça que le terme de réputation, finalement, est important pour tout le monde, dépasse seulement les femmes. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le corps des filles appartient au groupe et appartient en quelque sorte à ces quelques groupes de garçons qui s'autorisent à expliquer aux filles comment elles doivent se comporter. C'est-à-dire que la question de l'honneur, la pureté des filles
intéresse tout le monde dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'à la fois pour les filles c'est important parce que ça les protège, mais c'est aussi une question qui va intéresser leurs parents, c'est aussi une question qui va intéresser leurs proches, leur éventuel petit ami, et quand ça se passe mal, ça peut se passer mal pour toute la chaîne en fait. Oui, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, il y a un des garçons, enfin, parce que tout le monde finalement a ses raisons là-dedans. Il y a un des garçons qui me disait, moi, nous on fait ça aussi pour protéger nos sœurs. Mais c'est un cercle vicieux parce qu'ils savent en fait comment se comportent certains garçons, ils savent ce qui est attendu pour ces filles, et du coup eux-mêmes vont répercuter ces interdits pour leurs propres sœurs pour les protéger. Mais au final, ça perpétue ces manières d'être patriarcales. Tout le monde se sent, comment dire, concerné. Ouais. Et il y a un des garçons aussi qui me disait, en fait, c'est très ambivalent parce qu'il me disait, mais pour nous, la femme est un bijou. Donc il y avait une forme enfin, il mettait les femmes sur un piédestal, mais si ce bijou est rayé, eh bien, c'est toute la communauté, toute la famille qui est entachée. Alors, tu écris quelque chose qui peut être très surprenant pour pour des jeunes d'aujourd'hui. Tu écris que MeToo n'est pas connu, le terme, le hashtag MeToo, donc qui concerne la lutte des femmes contre les violences sexistes et sexuelles. Tu écris que ce terme n'est pas connu par certaines des jeunes filles de Creil. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Et quand tu dis ça, tu veux vraiment dire que quand tu les as interrogées sur MeToo, elles ne savaient pas ce que c'était? Absolument, ça j'étais très très surprise de ça. C'est certaines filles à qui je parlais, voilà, qui se confiaient à moi, et on a à un moment évoqué, enfin, j'ai évoqué MeToo avec l'une d'entre elles qui me dit MeToo n'est pas arrivé à Creil. Donc elle le connaissait tout en me disant que ça n'était pas arrivé. Et quelques autres n'avaient jamais entendu parler de ce terme, de même que les groupes de garçons. Vraiment, au début, je pensais qu'ils rigolaient, que c'était une forme de provocation. Et ils m'ont dit, ah non, mais c'est quoi MeToo? Et ça, c'est vrai que c'est dingue, ça montre une forme de fracture dans notre société. Ouais, parce que nous, on a l'impression que MeToo, on en a énormément entendu parler, ça a fait des unes de journaux, etc. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des bulles de sociétés différentes, des bulles Internet, des informations qui ne passent pas. Et ça dit quelque chose aussi de leur situation. Ça veut dire que, parce que MeToo, c'est quoi? C'est un formidable mouvement de libération de la parole. Mais encore faut-il pouvoir avoir la possibilité de parler et d'être écouté. Et ces filles n'ont pas eu accès à la parole publique qu'ont pu avoir certaines personnes qui étaient plus à même d'écrire des livres, des tweets et d'être écoutées. Et donc je trouve que c'est important aussi pour ça de leur donner la parole. Est-ce que c'est dire que les classes populaires et périphériques ont été un peu oubliées par MeToo, tu penses? Je pense que MeToo a quand même touché beaucoup de monde, c'est aussi pour ça que c'est un grand mouvement, mais là en l'occurrence, effectivement, certaines de ces filles n'ont pas eu accès à cette libération de la parole. C'est objectivé par une étude du Haut Conseil à l'égalité qui dit que 14% de la population française n'a jamais entendu parler de MeToo. Ah oui, ce qui veut dire qu'effectivement, et là il faudrait vérifier, mais c'est tout milieu confondu, je crois. Donc quand même, il y a une partie de la population qui n'en a pas entendu parler. Combien tu as rencontré de personnes pour ce livre? C'est compliqué à évaluer parce que il y a les filles avec qui je me suis entretenue longtemps et à plusieurs reprises, que ce soit des jeunes femmes, des adolescentes ou des mères de famille. Et puis il y a aussi des personnes par exemple, aussi de manière un peu fortuite, où par exemple j'arrive dans une structure de la ville pour essayer de comprendre ce qui avait été mis en place. Et donc je m'adresse à la personne au guichet et je lui explique en 2 mots mon enquête. Et là, cette jeune femme, tout de suite, embraye sur son propre témoignage en me disant « Ah, mais moi, vous savez, moi j'ai 21 ans, mais là, de l'âge de 14 ans à maintenant, je suis toujours considérée comme une pute parce qu'un jour, un garçon a voulu se venger de moi et à chaque fois que je passais dans la cité, il m'insultait et même le jour de mon mariage, il a appelé mon mari pour dire, vous savez, machin est une pute. J'ai pas fait le compte précis, c'est quand même beaucoup de témoignages. De 2 aspects aussi, parce qu'il y a le côté contrôle, surveillance qui est effectué par les garçons. Et puis, il y a aussi les filles qui ont dénoncé des choses, mais qui n'ont pas eu le soutien de la police et de la justice. Et c'est aussi un autre aspect, pour moi, qui est important dans ce livre. Et c'est aussi ce qu'a vécu Shaina, parce que Shaina a fait tout ce qu'il fallait faire, entre guillemets, après l'agression sexuelle. Elle a tout de suite porté plainte.
Voilà, elle portait plainte, mais la police et la justice n'a pas su la protéger. Et d'ailleurs, et l'instruction a mis beaucoup de temps. Et d'ailleurs, le procureur a même reconnu, je pense que c'est assez rare, il m'a dit on ne peut pas évacuer l'hypothèse que si le procès pour l'agression sexuelle avait lieu plus tôt, eh bien Shaina peut-être serait toujours vivante. Donc je trouve que la part d'un procureur, c'est quand même assez fort. Et donc j'ai eu un autre témoignage d'une adolescente dans un lycée qui a porté plainte pour un viol commis par un camarade de classe, d'après ses propos. Eh bien, 1 an et demi après, ce jeune homme n'a toujours pas été entendu par la police. 1 an et demi après. Et le procureur lui-même reconnaît que c'est assez long, mais que l'enquête est en cours. Mais entre-temps, il s'est passé quoi ? La jeune fille a dû partir du lycée, parce qu'elle aussi, elle était sous le joug de la réputation, les gens commençaient à parler sur elle, etc. Mais le jeune homme, qui est présumé innocent, voilà, ça on ne sait pas, l'enquête n'est pas aboutie, mais ce jeune homme est quand même toujours dans le lycée. Il n'a pas été entendu. Il n'a pas du tout été entendu par la police. Au terme de cette enquête, donc je le répète, la réputation enquête sur la fabrique des filles faciles. Qu'est-ce qu'on appelle une fille facile dans ces milieux-là ? Est-ce que c'est une fille qui veut être libre ? Alors ça, c'est un terme que je n'avais jamais autant entendu en allant à Creil, et c'est ce qui m'a marqué d'ailleurs quand j'ai quand j'ai commencé à faire cette enquête sur Shaina. Pour moi, c'est un terme extrêmement archaïque qui n'était plus du tout employé, et c'est un terme éminemment sexiste parce que déjà, il n'existe qu'au féminin. Donc déjà en soi, ça veut dire quelque chose. On ne parle jamais de garçon facile. Ça dit quelque chose de ce que la société attend d'une fille, c'est-à-dire qu'elle se préserve, qu'elle soit discrète, qu'elle respecte tout un tas d'injonctions pour ne pas tomber dans la mauvaise catégorie. Et donc voilà, une fille facile, c'est une fille, en tout cas là, qui ose être libre, qui ose juste avoir un petit ami, vivre sa vie normalement, s'habiller comme elle le souhaite. Mais c'est aussi un anathème qui sort de la part de la bouche de garçons qui veulent juste se venger en fait d'une fille. Ça repose absolument sur rien. C'est un outil en fait pour se venger d'une fille. Et pour s'autoriser des choses. Et c'est pour s'autoriser ensuite à la mépriser. Parce que la fille facile finalement c'est une espèce d'ambivalence, c'est à la fois celle que l'on convoite, parce qu'au fond, les garçons préfèrent quand même une fille facile qu'une fille qui refuserait toute avance, mais c'est celle en même temps qu'on va mépriser. À partir du moment où elle va accepter les avances d'un garçon, elle va être tombée de son piédestal. Et donc, elle n'a pas de bonne solution. Quoi qu'elle fasse, elle a toujours tort. Merci Laure. La réputation, enquête sur la fabrique des filles faciles, en librairie le jeudi 5 octobre. On est bon ? Oui, c'est bon. Ça te va ? Eh ben, écoute, moi ça me va, merci.